podcast de notre série d'analyses Norcia décrypte pour vous. Et c'est bien sûr à notre expert de l'innovation du groupe DLPK, Laurent Auvion, que nous avons donné rendez-vous. Pour démarrer, Laurent, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'origine ? D'où vient cette innovation ? Qui est à l'origine de l'invention de la crypto-monnaie ? À l'origine de toute innovation, il y a une invention. En 2008, Satoshi Nakamoto, une semaine après la chute de Lehman Brothers, écrit un papier blanc sur un nouveau système d'échange de propriétés de fichiers entre des appareils numériques. Il pose les bases d'un protocole décentralisé, ouvert et transparent et surtout inviolable qu'il baptise blockchain. Laurent, tu nous parles de décentralisation. Peux-tu nous en dire plus ? Décentralisé, ça veut dire que tu n'as pas d'autorité centrale ou de tiers de confiance qui vont garantir, organiser et sécuriser ce transfert de fichiers. Je vais prendre un exemple très simple. Quand tu arrives le matin au bureau, tu poses ton badge sur un lecteur qui interroge un serveur central et ce serveur contrôle les autorisations du badge et ouvre ou non la porte. L'avantage, c'est que tu n'as qu'un seul serveur à administrer et ça permet de faire des transactions très rapidement. Mais en cas d'attaque informatique, il suffit de faire tomber un seul serveur pour pouvoir modifier les droits d'un badge ou modifier l'historique d'ouverture de la porte et effacer les traces de son passage par exemple. Avec un protocole décentralisé, la demande d'autorisation est répartie sur des dizaines ou des milliers de serveurs partout dans le monde. Et ça n'est qu'une fois qu'au moins 51% des ordinateurs ont donné l'autorisation d'ouverture de la porte que la porte va effectivement s'ouvrir. Et l'ensemble des ordinateurs vont inscrire dans un bloc que tel jour, à telle heure, ton badge a ouvert la porte. Et l'ouverture suivante ajoutera un nouveau bloc qui, à force, constitue une chaîne répliquée par des milliers d'ordinateurs. Et côté sécurité d'accès et traçage, ça donne quoi ? Alors, il est clair que faire travailler des milliers d'ordinateurs plutôt qu'un seul pour exécuter une transaction n'est pas dans la tendance de la sobriété numérique. C'est une réalité, mais aussi un faux procès, tant la technologie a évolué depuis 2008. L'industrie s'est aussi organisée pour faire tourner les serveurs, les fameuses fermes numériques, à partir d'énergies renouvelables. La trajectoire est la même que pour des acteurs comme Google et Amazon, qui ont dû adapter leur consommation d'énergie à des fins de rentabilité. Sur l'anonymat, oui. Une fois dans la blockchain, je suis un numéro de wallet, de portefeuille et rien d'autre. Cela a ses avantages, comme celui de préserver mon identité quand je commerce à titre privé avec l'autre bout de la planète. Ça génère aussi pas mal de fantasmes associés au dark web. Dans la réalité, il n'en est rien. Le dark web a été conçu pour effacer toute trace possible d'une transaction. La blockchain est tout le contraire, comme nous l'avons évoqué juste avant. Et lorsque je veux sortir de la blockchain pour revenir dans la finance traditionnelle, je suis soumis aux mêmes règles d'origine des fonds. Enfin, sur l'accès technique à la blockchain, énormément d'acteurs ont simplifié et standardisé les interfaces depuis 2015. La difficulté est désormais dans le choix d'un prestataire de service pour être certain d'un haut niveau de sécurité. C'est un peu comme choisir son fournisseur d'accès à Internet. Les choses sont désormais extrêmement simples et communes pour tout le monde. Ça n'était vraiment pas le cas à la fin des années 90. Je te propose de développer ces aspects dans le prochain podcast. Merci Laurent de nous avoir éclairé sur cette thématique. Dans le prochain podcast Norcia décrypte pour vous, nous continuerons notre exploration du sujet et tu nous parleras des utilisations possibles de la blockchain. À très bientôt Laurent.